Enfin, je remercie votre attention. Et je termine avec une citation d'Ameline que j'aime beaucoup et qu'à beaucoup d'égards, je la revisite beaucoup parce que je crois que c'est l'effort qu'on est tous en train amenés à faire collectivement. Il disait, Ariel Ameline, attention, car si l'éducation est la chose la moins connue, la plus mal connue, ça parce qu'elle est précisément la chose la plus connue, la mieux connue et de tous. Alors c'est justement cet effort d'inscrire une pensée propre, d'inscrire une pensée informée, d'inscrire une réflexion qui soit une réflexion scientifique, politique, pédagogique, dans un terrain qui est connu de tout le monde, c'est probablement la chose la plus importante qu'on a à faire dans ce genre de forum. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu un immense plaisir à partager avec vous ces réflexions. Merci beaucoup. Bon, je crois que vos applaudissements disent, professeur Novoa, ce que je lui disais, c'est-à-dire tous nos remerciements. Il est tout à fait remarquable de voir à quel point tout ce que vous avez dit est en phase avec les différents ateliers dont vous avez eu la liste et qui vont commencer dans un moment. Vous nous avez apporté énormément de choses extrêmement stimulantes et ce qui est bien, c'est que nous avons le temps, nous avons un quart d'heure, d'après ce que Catherine Smith me dit, pour pouvoir dialoguer avec vous. Jean Catalin, principal de collège dans le Finistère. Je voudrais revenir sur une de vos phrases quand vous avez dit, dans cette réflexion sur l'espace public d'éducation, réfléchir à ce que l'école peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que je trouve que c'est une formulation qui peut être dangereuse. On voit beaucoup dans nos établissements scolaires, souvent devant des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, un espèce de défaitisme. On ne peut pas tout faire, c'est pas notre faute, c'est les familles, etc. Et je pense qu'il faut vraiment... bon, c'est la suite de votre propos, mais j'aimerais que vous nous reprécisiez les choses sur ce que l'école doit faire. Donc ça, elle doit le faire. Et elle n'a pas le droit de dire qu'elle ne peut pas, elle doit le faire, un point c'est tout. Et inversement, ce que l'école ne doit pas faire, au sens... bon, déjà, le b.a.-ba, c'est... si on fait un parallèle avec la médecine, le serment d'Hippocrate, le premier point du serment d'Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire, et après soigner si on peut. Donc il y aurait effectivement déjà ça à poser, ça renvoie à la remarque que je faisais hier sur le stress des enfants. Et puis aussi des choses qu'elle ne doit pas faire, parce qu'en les faisant elle-même, effectivement, elle dépossède d'autres acteurs, notamment les parents. Et dans votre constellation, on n'a pas beaucoup vu apparaître la place des parents, le rôle des parents, le dialogue avec les parents dans tous ces processus éducatifs. D'ailleurs, dans l'atelier qui va se préoccuper de la question de la répartition des rôles éducatifs, j'ai vu que dans les acteurs qui sont présentés dans le titre de l'atelier, il n'y a pas les parents non plus. Je pense que ça nous interroge sur notre difficulté à leur trouver une vraie place, qui ne soit pas simplement là où on déverse nos angoisses quand on n'arrive pas à s'occuper de leurs enfants. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ça me permet de... Enfin, les familles, elles sont là partout, quoi. Hein. Mais partout, non. Elles pourraient être un peu plus, quoi. Oui. Non, mais ça, c'est très important, ce que vous dites, parce que j'utilise à nouveau la métaphore de la médecine. D'ailleurs, vous m'aviez invité à faire ça avec le serment d'Hippocrate. Je crois que nous avons trop souvent utilisé dans le champ de l'éducation un certain nombre de théories pour justifier une inaction envers un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que ça, c'est très très clair. C'est très clair en Europe, mais moi, je vais très souvent au Brésil. Et le Brésil est une société absolument incroyable, avec une puissance, une force, une inspiration incroyable. C'est un pays que j'adore à beaucoup d'égards, mais où les choses sont plus nettes, où on voit de manière plus claire, comme si souvent c'était une caricature des choses que nous en Europe on dit de manière plus souple ou plus sophistiquée, et qui là apparaissent de manière plus nette.
Une des choses qui apparaît de manière très très nette, c'est le discours de on ne peut rien faire, les enfants ont faim, viennent de familles pauvres, donc il n'y a rien à faire. Je veux dire, c'est pas notre faute, quoi. Et alors ils sortent une série de livres de Pierre Bourdieu, quoi, et d'autres sociologues, lus de manière très très en diagonale, de manière très erronée, ils se dotent d'un instrument intellectuel pour justifier de ne pas faire un certain nombre de choses qui, évidemment, sont inscrites au cœur des responsabilités d'un enseignant. Alors, la comparaison avec un enseignant, avec les médecins, est une comparaison très curieuse. Parce que, un médecin qui reçoit un malade dans un certain nombre de conditions, souvent, il n'a aucun doute que cette maladie a été causée par des questions de misère, de sans-abri, de mauvaise alimentation, etc. Il n'a aucun doute sur les raisons de toute cette historique. Il doit les comprendre, mais il doit agir, il doit faire, il doit essayer de faire le mieux possible, d'introduire les thérapeutiques les plus adéquates face à cet enfant. Ça, il ne peut pas dire de toute manière celui-là, il n'a rien à faire. Il a passé tellement de jours sans dormir et sans se nourrir qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Alors cette espèce de responsabilité que j'appelle souvent l'impératif pédagogique, quoi, cette espèce de responsabilité pédagogique envers l'apprentissage de tous les enfants, à mon avis, est absolument cruciale et elle est, à mon avis, au cœur de ce que l'école doit faire et de ce que l'école doit prendre comme responsabilité. En effet, il y a toute une série d'autres choses, quoi. Je ne suis pas... j'ai pas... mais ça me prendrait beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire qu'un des problèmes du débat pédagogique au XXe siècle est qu'il a été, à mon avis, d'une manière un peu pauvre, encerclé dans cette idée des rapports entre l'école et la famille et entre l'école et la société. On sait que ça a été écrit, des milliers de livres ont été écrits sur ça. J'ai voulu peut-être un peu ne pas aborder ce sujet, le situer dans un autre plan, qui est le plan de l'espace public de l'éducation, qui à mon avis est une autre manière de poser le problème sans retomber dans ces liens entre l'école et la famille, l'école et la société, l'école et les communautés locales, etc., qui sont des questions qui tournent un peu en rond, en tout cas de la manière dont je les vois et je les relis, je ne vois pas un renouvellement des débats dans ce champ. Et peut-être pour vouloir échapper à ça, je n'ai pas suffisamment insisté sur ce point et je vous remercie parce que votre question me donne l'opportunité de clarifier un peu ces propos et de ne pas courir après ma recherche en disant c'était pas ça ce que je voulais dire. Bonjour, donc Laurence Cousin-Pichot, inspectrice pédagogique régionale sur l'Académie de Versailles. Je voudrais vous remercier pour la richesse et la profondeur de votre analyse, qui nous permet de resituer nos problématiques plus nationales ou voire plus locales, avec un plus large spectre. Et par contre, je voudrais revenir sur la question des frontières de l'école. Effectivement, une action volontariste, une action tout court, se définit au sein d'un périmètre. Et ces frontières ne sont pas faciles à dessiner, on le voit, vu la diversité des thématiques, vu la diversité des engagements, vu la diversité des acteurs. Alors, quid de la question de la relation avec le monde socio-professionnel, la question des entreprises, c'est de grands enjeux en filigrane quand on parle du cœur de métier, de l'espace éducatif, de comment il se circonscrit dans une société, quelle est la légitimité des acteurs éducatifs. On a longtemps reproché à l'école d'être en huis clos, de ne pas suffisamment établir des liens. Et la question du numérique aussi, qui redéfinit ces espaces de dialogue, ces espaces d'action, l'entrée du numérique dans la classe, toutes ces questions-là, et je repositionne un des acteurs, comme ça vient d'être fait sur la famille, là je pose la question de l'acteur, de la relation avec le monde de l'entreprise et de la recherche-action et des domaines d'expertise. Vous avez bien mis en lumière la nécessité d'être dans une démarche recherche en sciences de l'éducation, quel que soit le niveau d'enseignement, que ce soit l'école primaire, le collège, l'enseignement supérieur. Et donc ça, c'était assez une proposition séduisante, cette articulation avec l'enseignement-recherche, les enseignants-chercheurs.
mais quid de l'articulation avec le monde de l'entreprise? Mais c'était la division entre ces scénarios de l'OCDE, l'école au cœur de la connectivité versus école, organisation apprenante ciblée. Moi, j'ai fait cette demande à mes collègues, aux gens que j'apprécie plus, par exemple au Brésil, qui pratiquement à 100%, ils estiment que c'est l'école au cœur de la collectivité, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est pas possible. C'est pas possible d'éduquer un enfant qui n'a pas encore des conditions sociales, des conditions d'alimentation, ceci, cela, ça. Et moi, je dis, c'est vrai, évidemment, moi, je serais totalement stupide si je disais que ce n'était pas vrai, quoi. Mais ce que je dis, ce que j'essaie de parler, c'est en termes de politique d'avenir, quoi. C'est-à-dire, moi, ce que j'essaie de dire, c'est ce n'est pas ce n'est pas de renfermer notre pensée dans ce qui est la réalité aujourd'hui. Je comprends bien que si l'enfant arrive ici dans une situation misérable, on ne va pas essayer de lui apprendre des logarithmes ou je ne sais pas trop quoi. Il faut soigner l'enfant, évidemment, quoi. Mais alors, je ne parle pas en termes de la réalité présente, je parle en termes de qu'est-ce qu'on veut en termes de développement. Quel est le chemin qu'on veut, quel est le chemin qu'on veut parcourir? Quelle est la narrative, quelle est l'histoire qu'on se raconte vis-à-vis l'école vers laquelle on se bat? Alors, ma narrative, c'est cette narrative d'une école apprenante, mais très, très, très ouverte, quoi. Je veux dire, très ouverte, et dans un lien très fort avec les différents mondes culturels, intellectuels, familiaux, et évidemment avec le monde du travail aussi, quoi. Je ne sais pas si vous savez, peut-être oui, que le grand mouvement de la pédagogie moderne, c'est évidemment le mouvement des années 20, de l'école nouvelle, qui a inscrit tous ces fondements de ce qu'on croit aujourd'hui, quoi. Et le terme qui a été inventé pour l'école nouvelle, c'est un terme qui a créé à l'époque beaucoup de controverses, mais qui finalement a été imposé contre la plupart des gens de l'époque, qui trouvaient que ça ne voulait dire rien. C'était le terme d'école active, quoi. Parce qu'école active, à l'époque, pour nous, ça veut dire quelque chose. En 1917, ça voulait dire rien. Alors je disais, mais c'est quoi école active, quoi? Mais est-ce que l'école va commencer à bouger, etc. Il y avait eu des controverses immenses pour imposer le terme d'école active. Et le terme d'école active avait été inventé parce qu'il n'était pas content avec le terme qui était le premier dans les premiers documents en 1915, et le terme qui avait été dans les premiers documents, c'était école du travail. Il ne voulait pas le terme école du travail parce qu'il trouvait que ça pouvait être misleading, ça pouvait être mal entendu ou mal compris. Et alors, dans le besoin de retrouver un autre concept, ils sont tombés sur le concept d'école active pour définir le mouvement de l'école nouvelle. Mais en effet, le concept d'école du travail, à l'intérieur de l'école, dans ses rapports avec le monde du travail, a été toujours très présent dans ce mouvement. Et moi, par exemple, je trouve qu'une des pertes du mouvement d'unification scolaire qu'on a fait dans les 40-50 dernières années, c'est la perte de la dimension du travail, quoi. Et la dimension du travail s'est perdue à beaucoup d'égards, et que je crois absolument qu'on doit revenir sur un concept d'école du travail, non pas évidemment dans le sens manuel, manufacture, ouvrier, etc., le terme, mais il y a un rapport aux dimensions du travail qui passe aussi par un rapport avec le monde du travail qui, à mon avis, est absolument central et absolument crucial. Je veux dire, on doit renouveler ces liens, repenser ces liens. Évidemment que nous, on est toujours, les éducateurs, on craint toujours beaucoup ça parce que tout d'un coup c'est le vocationnel, le professionnel, les filières qui se séparent, etc. Donc c'est un débat très difficile pour nous, parce qu'on ne veut pas que ça tombe dans ça. Mais je suis totalement d'accord avec ce que supposait entre les entrelignes de votre question. Quand on nous demande une question, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est derrière la question. Mais
ce qui est ou de réintroduire la dimension du travail dans le monde de l'éducation. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très difficile, ce n'est pas facile, mais il y a des expériences, à mon avis, remarquables dans le monde à cet égard.